question du jour pourrait être rassurez-moi, comment ça va mal aux Européens à quelques jours de Noël? Bon, ce ne serait pas une boutade qu'on essaierait d'en rire, mais enfin tout de même, après avoir observé les tailleurs, costumes bleu marine, cravates de nos chefs d'État et autres premiers ministres pendant 2 jours à la fin de la semaine dernière, nous avons eu envie de savoir au fond comment se portait la rue européenne. Alors bien sûr, encore une formule toute faite de journalistes, la rue européenne, ça ne veut rien dire, me direz-vous, Alberto Toscano, Jacqueline Hénard, mais enfin tout de même, nous allons essayer de savoir. Au jeu des 7 familles, nous en avons pris, d'abord il n'y en a plus que 26, et nous en avons pris 3. Alors la famille méchante, hein, les Allemands, avec Jacqueline Hénard. Bonjour Jacqueline Hénard. Bonjour, Restons dans les bons clichés français. La famille des cigales et des inconscients, les Grecs. Bonjour Alexia Kefalas, à Athènes. Bonjour. Bonjour, vous êtes journaliste au quotidien Catébirini et pour France 24. Et puis, la famille des experts. Oui, on ne sait pas bien. Des experts repentis. Des repentis. La famille des repentis. Buongiorno. Buongiorno, Alberto Toscano. Faut-il préciser aussi que vous êtes journaliste, correspondant pour plusieurs médias italiens et que vous venez d'ailleurs de publier chez Fayard, ces gaffeurs qui nous gouvernent. Bon, alors non, sérieusement, après, au fond, quand même, ce qui s'est passé et qu'on a ausculté sur des notions à la fois dites abstraites, techniques, économiques, nous avons eu envie de savoir comment, parmi cette crise financière qui touche l'Europe, comment, au fond, se porte, on dira, la rue, les gens normaux comme nous, et que vous, évidemment, êtes censés connaître, comprendre, interroger chacun d'entre vous dans votre métier de journaliste. Je vais peut-être commencer par l'Allemagne, hein, puisque Ladies First, Jacqueline Hénard est avec nous, et nous verrons ensuite ce que... Et Deutschland Liberales. Voilà. Oh, c'est un peu risqué, Alberto, mais enfin, c'est vous. Bon, je vous laisse la responsabilité. Comment Jacqueline Hénard, l'Allemagne, les Allemands, à travers ce qu'on peut voir dans la presse, est-ce que, évidemment, vous en connaissez, vous, de vos compatriotes allemands, ont-ils perçu et vu ce sommet européen et ce qu'on appelle à la fois le rapprochement franco-allemand, avec à la fois ses divergences et ses convergences. Et puis au fond, ce jeu de mots, est-ce qu'il existe en Allemagne? Nous, on parle de l'accord Merkozy, hein, pour Merkel-Sarkozy. Les mots voyagent vite et Merkozy, c'est un joli mot, une jolie trouvaille. Donc maintenant, ça existe en Allemagne aussi, mais la perception est quand même un peu autre. Ou peut-être la même, parce que les caricatures que l'on voit en France, c'est une grosse bonne femme qui porte un tout petit excité sur le dos, qui le nourrit, etc. Enfin, les caricatures sont jamais beaucoup pleines de pitié, mais voilà, on perçoit la même chose. On voit l'influence et l'importance de l'Allemagne, avec peu de plaisir d'ailleurs, hein. Les Allemands ne sont pas très heureux du rôle qu'ils ont à jouer en Europe. Ils ne sont pas particulièrement fiers de leur chancelière. Elle n'a pas des taux de soutien qui sont ce à quoi on pourrait s'attendre en France, où on a l'impression que l'Allemagne domine tout, qu'elle prend beaucoup de décisions pour les autres, elle impose sa politique, sa stratégie. Ce n'est pas du tout la vision de l'intérieur. Est-ce que l'on a perçu ou pas en Allemagne les tentatives, accents, relents de ce qu'on a appelé ici, à travers les propos notamment de socialistes français, de la germanophobie? Ah oui. Ah bah oui, oui. Oui, on l'a perçu. Et comment? Oui. Mais il n'y a pas que les Français qui font dans la germanophobie. Je reviens d'Italie où on parle de Medea Merkel. On coupe une tête, 3 nouvelles repoussent. L'Allemagne, par sa force, par sa vision claire des choses, par la possibilité d'imposer ses choix, effraie les autres, déplaît aux autres. Alors, est-ce que c'est que les choix allemands sont faux, ou est-ce que c'est le fait qu'on a des regrets aussi face à des politiques de réforme qui n'ont pas été faites dans d'autres pays? Quand on parle du modèle allemand, nous, à l'extérieur, et qu'on dit tout de même, voyez, il faut faire comme eux, et après tout, s'ils sont si rigides dans les transactions et les manières des négociations, c'est qu'ils n'ont pas envie de payer pour tout le monde, parce qu'au fond, pourquoi eux travailleraient-ils pour la perte et sauver la perte des autres? C'est comme cela qu'on le voit aussi en Allemagne ou pas? Je pense qu'il y a 3 niveaux dans la réponse. La première, le modèle allemand, il y a la composante des réformes structurelles qui ont été faites sous le gouvernement Schröder, dont l'Allemagne cueille aujourd'hui les fruits. Et la droite rend grâce
à la gauche d'avoir fait le plus dur du travail. Deuxième point, modèle allemand, exportation. On voit toujours en France une grande stratégie. Les Allemands ont un plan, une espèce de projet. Oui. Ça n'existe pas. C'est une multitude de choix individuels d'entrepreneurs dynamiques d'une sorte qui n'existe pas en France. Troisième point, les Allemands n'ont pas envie de payer pour les autres. Ça, c'est certain. C'est certain, d'autant qu'eux, ils payent beaucoup en interne pour les réformes. L'espérance de vie en Allemagne, alors, avec les réformes, étude qui vient de sortir. Ça vient de sortir aujourd'hui. J'en croyais pas mes oreilles quand je l'entendais à la radio allemande ce matin. L'espérance de vie pour ceux qui gagnent peu, qui sont dans la pauvreté, ça correspond à presque 1/5 de la population aujourd'hui. Cette couche de la population, l'espérance de vie a chuté de 2 ans en Allemagne dans l'ensemble et de 4 années, de 78 ans à 74 ans en Allemagne de l'Est. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui va faire... En combien de temps, redites-nous ça ? En 10 ans. De 2001 à 2011, les chiffres viennent de sortir aujourd'hui. On vient de perdre dans l'ex-Allemagne de l'Est 10 ans. Non, on vient de perdre 4 années en 10 ans. 4 années en 10 ans. Et on dit pourquoi ? Écoute, c'est la pauvreté. On se soigne moins. Les gens... Précarité qui grandit. Oui, la précarité qui grandit. Je voudrais, et puis... l'alcoolisme, enfin, il y a plein d'explications. Les explications sont connues. Alexia Kefalas à Athènes, même question, au fond, comment est-ce qu'on a perçu et est-ce qu'on s'est penché donc, sur ce sommet du 8 et 9 décembre dernier à travers la presse et comment l'opinion grecque réagit-elle à ce sommet, Alexia Kefalas ? Bien, l'opinion publique d'abord a suivi ce sommet parce que c'était d'abord effectivement le premier du gouvernement du nouveau gouvernement de coalition avec le Premier ministre Loukas Papademos. Donc forcément c'était en cela assez intéressant. Et de l'autre côté, effectivement, alors chez les Grecs, on sent le sentiment de germanophobie grandir un peu plus. Il suffisait d'ouvrir ne serait-ce que la presse dominicale qui parle massivement de ce phénomène. Alors, attention, les Grecs distinguent, bien entendu, les Allemands touristes, les Allemands qui accueillent les Grecs, parce qu'il faut savoir que depuis le début de la crise, il y a beaucoup de Grecs qui partent massivement du pays, qui émigrent vers l'Allemagne. 1500 par mois, on parle de 1500 Grecs par mois qui émigrent en Allemagne pour trouver du travail. Donc il y a cette réalité. Et de l'autre côté, il y a une véritable distinction avec Angela Merkel, que les Grecs surnomment la Gauleiter, à l'image de ces officiers SS pendant le régime d'Hitler. Donc forcément, elle a une très très mauvaise image. On parle de 4e Reich en Grèce en disant que finalement, eh bien, c'est l'Allemagne qui n'est pas à l'image de la délicieuse Jacqueline, bien entendu, mais que c'est tout de même Angela Merkel qui a réussi à imposer ses positions pendant ce sommet européen et que personne, ni même l'Angleterre, a pu lui résister et que aucun dirigeant européen n'a voulu se dresser contre elle et que finalement ce sera ses positions et que voilà, pendant tant de temps, elle a voulu les imposer et c'est exactement ce qui s'est passé au dernier sommet européen, mais que les Grecs préviennent que ce n'est qu'un début et que ça continuera. Les éditos sont assez durs pour le coup, et on sent ce côté très anti-allemand, et d'un autre côté, voilà, une Allemagne qui veut se placer en tant que sauveur de l'Europe, mais finalement le fait sous une forme de diktat, entre guillemets, qui est fortement inapproprié. Dites, Alexia Kefalas, ça va pas simplifier le tourisme allemand chez les Grecs pour les prochaines vacances, non ? Oui, non, ça ne veut pas dire que les Grecs serviront des produits périmés aux Allemands, pas du tout. Non, au contraire, ils ont vraiment distingué les touristes allemands, la population allemande quelque part d'Angela Merkel. D'ailleurs, vous savez, les Grecs sont à l'affût de chaque déclaration de ministre allemand, de député allemand de l'opposition. Tout ce qui peut aller à l'encontre d'Angela Merkel est massivement repris dans la presse grecque, dans les télévisions. Donc c'est vrai que c'est assez on vit véritablement au rythme des déclarations allant contre Angela Merkel, parce que finalement, vous savez, dans une crise économique, il n'y a pas forcément de visage. C'est pas comme dans les guerres où on connaît plus ou moins qui sont les méchants, qui sont les gentils.
Et donc pendant cette crise économique, il n'y avait pas de visage de cette crise. Et finalement, Angela Merkel le revêt parfaitement. Ça convient un peu à tout le monde. C'est le visage de l'austérité, c'est le visage de quelqu'un. Vous savez, en Grèce, les commentaires vont même très loin. Et on parle de génocide économique, d'une Allemagne qui a imposé à toute l'Europe tout simplement d'exporter massivement ses produits, de rendre les pays comme la Grèce complètement dépendants de pays comme l'Allemagne, parce que la Grèce est un petit pays qui ne produit rien. Rendez-vous compte, l'huile d'olive n'est même pas un produit d'origine, d'appellation d'origine contrôlée. Donc, et c'est un pays qui est massivement dépendant de ces importations. Et il y a beaucoup d'importations, 90% viennent notamment d'Allemagne. Donc forcément, on dit voilà, on a gavé notre oie, alors maintenant, l'oie, il faut la couper, parce que c'est la période de Noël, c'est la période du foie gras, donc on entend ce genre de commentaires. Ça ne veut pas dire que c'est l'ensemble de la population, mais il y a énormément de Grecs qui sont véritablement contre Angela Merkel. On avait tout de même appris une bonne nouvelle la fin de la semaine dernière. Enfin, je ne sais s'il faut commencer par la bonne ou par la mauvaise avec la Grèce. La bonne, c'était que le chômage a reculé en Grèce. Il est passé de 18,4% à 17,5%. Mais la mauvaise, c'est que les recettes fiscales ont aussi baissé en même temps que le chômage en Grèce et que du coup, les mesures d'austérité vont être compliquées à être appliquées, notamment en Grèce. Bon, alors, Alberto Toscano, pour terminer cette première partie, il vous faut faire peut-être, je ne sais, l'arbitre des élégances. L'Italie. Et l'Italie est dans une situation de transition, une situation très délicate, qui a des raisons à la fois politiques et économiques. Les raisons politiques sont claires. La majorité de droite de Silvio Berlusconi a volé un éclat il y a un an, au moment où la composante de Gianfranco Fini et ses copains a quitté le gouvernement, la majorité, est passée à l'opposition. Et à partir de ce moment, à l'automne 2010, Berlusconi a bénéficié d'une majorité très limitée et triquée, composée en partie par des députés littéralement rachetés, disons toute la vérité. Face à la dimension de la crise économique, évidemment, ce type de majorité n'était pas suffisante à réaliser les réformes devenues indispensables. Et c'est là s'est greffé cette nouvelle crise, et justement les conséquences de la crise économique, de la crise financière internationale. L'Italie a une dette publique énorme, 1900 milliards d'euros, correspondant à 120% du produit intérieur brut. Ceci dit, la dette publique italienne par rapport au PIB est plus ou moins identique à il y a 20 ans. Tandis que, par exemple, la dette publique française a augmenté de plus de 40% seulement pendant les 4 dernières années, et elle arrive aujourd'hui à 1700 milliards d'euros. Il y a eu une manifestation importante hier à Rome, tout de même, de femmes qui se sont réunies, 20 000 femmes à Rome pour protester, notamment pour dire que la crise est le produit d'une culture vulgaire et machiste. Le produit, j'en sais rien. La crise s'associe à d'autres changements de la société. Et parmi les changements de la société italienne qui se sont réalisés lors des 20-30 dernières années, effectivement, il y a cette attitude vulgaire et machiste. Et déjà, l'organisation féministe Se non ora quando avait organisé une grande manifestation. À l'époque, il y avait eu 1 million de personnes dans les rues au mois de février. Aujourd'hui, l'actualité italienne, c'est qu'il y aura de grandes manifestations en Italie. Aujourd'hui, il y aura des manifestations syndicales contre le plan de rigueur du gouvernement Monti, un gouvernement technocrate qui bénéficie d'une large majorité parlementaire composée pratiquement par tous les partis sauf la Ligue du Nord. France Culture, 8h16. Alors, il nous manquait un Anglais, on pourrait dire aujourd'hui. Beaucoup de l'équipe des Matins de France Culture, que je chéris, me disent, mais enfin, il y a une Grecque, un Italien, une Allemande, il manque peut-être un Britannique. Mais j'ai répondu à ce moment-là que nous avions Brice Couturier dans les Matins de France Culture pour tenir le rôle de l'Anglais de service. Bonjour Brice.
Bryce the Nice. Bruce Taylor. Oui, j'ai été Bruce Taylor dans une vie antérieure. Écoutez, Marc, je vais vous parler plutôt de la France que de l'Europe aujourd'hui, mais je finirai quand même sur l'Europe, puisque c'est le sujet qu'on veut aborder avec nos invités. Mais comme chaque fois, nous autres Français, nous sommes entrés, il faut bien le dire, dans la crise un peu plus tard que les autres. Pendant un an ou deux, nous avons pu nous bercer de l'illusion qu'elle s'arrêterait aux frontières de l'Hexagone, comme le fameux nuage radioactif de Tchernobyl. Et en effet, comment ne pas se croire invulnérable lorsque The Economist, cet organe du libéralisme anglo-saxon autrefois si méprisant à notre égard, vantait lui-même, souvenez-vous, nos fameux amortisseurs sociaux. Alors, amortisseurs, parlons plutôt d'édredons. Contrairement à ce que nous croyons savoir, la France est un pays généreux. Nous consacrons le plus fort pourcentage du PIB aux dépenses sociales de toute l'OCDE. Depuis 2006, nous avons dépassé les Suédois en franchissant le seuil des 28%, en dessous duquel ils sont tombés eux-mêmes. Nous consacrons à nos retraités 13% de PIB. Ces pensions, indépendantes du niveau de la croissance, garantissent un niveau stable de la consommation intérieure. Idem pour le pourcentage élevé de fonctionnaires qui s'avère une bénédiction lorsque le chômage s'abat sur les revenus des familles. Mais voilà, pour être tardive, la crise n'en est pas moins là et elle joue le rôle d'un révélateur de l'état réel du pays. Nous découvrons soudain que notre croissance est depuis longtemps anémique et qu'elle sera presque inexistante cette année, que notre commerce extérieur plonge depuis l'année 2003 à une vitesse qui s'accélère, révélant un fâcheux manque de compétitivité, que la désindustrialisation de régions entières aggrave une situation de l'emploi qui était déjà alarmante avant la crise, que les rendements de notre système d'éducation et de formation sont décroissants, que la santé financière de nos banques est douteuse et surtout que les marchés qui ont prêté les yeux fermés à notre État durant des décennies de quoi financer le fameux modèle se montrent désormais suspicieux quant aux capacités de remboursement. Après avoir tant clamé que la politique de la France ne se faisait pas à la corbeille, nous voici donc sous surveillance, tremblant pour notre note comme un mauvais élève. Alors où est-elle donc, notre fameuse souveraineté, quand notre capacité à emprunter dépend du degré de solidarité que veut bien manifester l'Allemagne ? Parce qu'il ne faut plus se faire d'illusions. Le directoire franco-allemand en Europe, c'est un baume que la diplomatie d'outre-Rhin entretient afin d'apaiser nos blessures narcissiques. Dans l'attelage aujourd'hui, le président est assis dans le siège du passager et c'est la chancelière qui est conduite. C'est la chancelière qui a fixé les règles de conduite à Bruxelles la semaine dernière et quel que soit le locataire de l'Élysée l'an prochain, il devra mettre en œuvre la rigueur exigée par Madame Merkel en l'échange de la solidarité financière allemande. Pour la première fois depuis très longtemps, la campagne électorale va se dérouler devant une opinion publique qui est en train de prendre conscience que le pays dégringole. Elle le voit dans la dégradation de ses conditions de vie et dans celle de son portefeuille. Comment expliquer que dans un pays comme le nôtre, le pouvoir d'achat soit inférieur à la moyenne de la zone euro ? Comment justifier que notre économie, qui représentait 4,1% du PIB mondial en 1980, ne pèse plus que 2,9% 30 ans plus tard ? Des candidats aux élections, on attend maintenant un discours de vérité et surtout des pistes crédibles pour enrayer la spirale du déclin qui nous aspire. Nous avons su dans un passé récent trouver les Mendès France et les De Gaulle aptes à se montrer à la hauteur de situations au moins aussi critiques ou trouver aujourd'hui leurs équivalents. Merci Brice Couturier, votre chronique à télécharger, retrouvée sur franceculture.fr. Un commentaire peut-être, Jacqueline Hénard ? Le baume de la diplomatie qu'applique la diplomatie allemande à la France, ça, Brice, vous avez bien vu, oui, bien sûr. Je l'ai vu dans la presse allemande. Brice a absolument raison, mais Alberto Toscano. Quand même, le fait que le produit intérieur brut de la France par rapport à l'ensemble du monde ait baissé sur l'espace de 20 ans n'a en soi rien de mal, dans le sens que des pays autrefois marginalisés sur le terrain économique, les pays de ce qu'on appelait tiers-monde, se sont finalement réveillés. Ils produisent. Ils ont une économie performante. Dans nos économies, un pourcentage par rapport à l'ensemble de la Terre, forcément, ils ont perdu du terrain. Mais le problème est que le modèle de nos pays, notre fierté nationale, à nous tous, l'État social, l'État-providence, aujourd'hui est en crise. Et Brice a parfaitement raison à souligner cet élément. Alors il a raison, mais il a tort sur un point, puisqu'il
puisqu'il vient d'être démenti il y a quelques minutes par le candidat socialiste à la présidence de la République, François Hollande, qui, chez nos amis de RTL, Brice vient de déclarer que s'il est élu président de la République, il renégociera les accords de Bruxelles de ces 8 et 9 décembre. Est-ce que cela veut dire, Alberto Toscano, que François Hollande, au fond, relève ce que la presse française n'a peut-être pas relevé de façon aussi précise que vous allez le faire maintenant, que, oui, le président de la République française a abandonné de la souveraineté française le 9 décembre dernier à l'Europe? Pas seulement le président de la République française, tous les pays européens en s'engageant à signer. L'Allemagne aussi, si je peux ajouter. L'Allemagne aussi, tous. Malte aussi. Et Chypre. Tous les pays européens s'engageant à signer un protocole qui donne aux institutions européennes le droit de contrôler nos lois de finances, nos budgets nationaux, probablement avant même qu'il soit discuté par les parlements nationaux. On présentera un budget à Bruxelles avant. Tout ça signifie renoncer à une partie de la souveraineté nationale au bénéfice des institutions européennes. Et je souligne au bénéfice parce que les institutions européennes... Alors vous êtes bien italien, vous n'y a que vous, parce qu'ici on ne dit jamais au bénéfice de l'Europe. Vous savez, les Italiens ont tellement vu de bêtises faites par leurs gouvernements nationaux, je ne parle pas de l'actuel, mais je parle par exemple du précédent, de M. Berlusconi, qu'ils font plus confiance aux institutions technocratiques européennes qu'au gouvernement national de Rome. Peut-être que pour les Français, c'est différent. Peut-être Alexia Kefalas en Grèce, en réaction peut-être à la chronique de Bruce Couturier, ou alors sur cette question alors de cet accord du 9 décembre qui, manifestement, donc, entérine l'idée que chacun des pays européens, enfin les 26, les 23 sur 27, on va dire, et presque 24 ou 25 objectivement, abandonnent un peu de leur souveraineté? Oui, de toutes les façons, c'était le but de pouvoir justement abandonner un peu plus sa souveraineté, parce que jusqu'à présent, c'était plus ou moins politique ou économique. Maintenant, c'est budgétaire et c'est entrer dans des budgets comme celui de l'éducation, de la santé, et justement devoir rendre des comptes et laisser donc ce côté-là à une super ultra Union européenne, si on peut l'appeler comme ça. Maintenant, concernant la déclaration de François Hollande, que je n'ai absolument pas entendu, mais la renégociation des accords, c'est ce qu'on entend beaucoup aussi ici de la part de l'opposition. Cette fois, elle est conservatrice, elle était jusqu'à présent en tout cas conservatrice, et elle l'est toujours d'ailleurs. Et justement, eux, leur grand thème, c'est la renégociation de tout ce qui est imposé actuellement en Europe. Mais sauf que la marge de manœuvre est très très restreinte, parce que ce qui est justement est en train d'être conclu au sein de l'Union européenne, et c'est ce qu'on peut voir notamment parmi l'opinion publique, c'est que tout ce qui est en train d'être conclu, justement, est conclu de manière à ne pas être renégociable. Et c'est pour ça que ça provoque une véritable... non seulement une véritable polémique, mais surtout une véritable peur. Et c'est ça qu'on peut sentir, surtout chez les Grecs, parce qu'ils ne savent pas du tout ce qui va se passer. Ils savent que maintenant, ils vont être pieds et poings liés effectivement, aux volontés de la chancelière allemande. Et c'est tout. Et il n'y aura aucune possibilité de renégociation pour n'importe quelle partie. Je vais juste vous donner les derniers sondages qui ont été publiés dans la presse vendredi dernier. Et ces sondages assez révélateurs de la tendance en Grèce actuellement. L'ensemble de la gauche, donc hors PASOK, qui était jusqu'à présent le parti au pouvoir, celui de Georges Papandréou, et cette gauche, qui est plutôt les communistes ou la coalition de gauche, réunit quand même près de 40% dans les sondages, donc et bien devant donc les conservateurs qui sont à 30%, et l'extrême droite qui, même si elle est rentrée au gouvernement, chute énormément dans les sondages et a à peine 6 ou 7%. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de voir que les gens vont plus vers le parti communiste à 13,5%, qui a justement pour philosophie de sortir de la zone euro, parce que de toutes les façons, il vaut mieux être pauvre et essayer de s'en sortir plutôt qu'être tout le temps dans l'angoisse de nouvelles mesures. La Troïka est arrivée hier soir à Athènes pour une semaine. La Troïka, ce sont les représentants de l'Union européenne et du Fonds monétaire international. Et donc ils sont là et tout le monde sait qu'ils vont devoir annoncer de nouvelles mesures, parce qu'il est difficile de réduire le déficit. Avec une dette, un pays peut vivre, mais pas avec un déficit. Or le déficit de la Grèce reste toujours aussi lourd. Jacqueline Hénard. Ah oui, l'Allemagne.
C'est vous qui l'avez dit. Hein. Oui, l'Allemagne. Je crois que vraiment, il faut que je prenne un peu la défense de l'Allemagne et aussi de la chancelière Angela Merkel, qui a été vivement critiquée de tous parts, beaucoup par les journalistes dans de nombreux pays. Toute la critique contre les mesures qui vont être prises se focalise sur la personne d'Angela Merkel, ce que je trouve extrêmement injuste et à côté de la plaque, pour dire les choses un peu populairement. Premièrement, comme nous rappelait Alberto Toscano, il n'y a pas que la France qui renonce à de la souveraineté, qui porte un petit peu de sa souveraineté à Bruxelles. Tous les pays, aussi l'Allemagne, qui est là quand même qui détient aujourd'hui les clés de la respectabilité financière de l'Europe. L'Allemagne porte sa souveraineté, une partie de sa souveraineté à Bruxelles. Et quand on dit « c'est l'Allemagne qui a pensé ce nouveau traité, etc. », elle a pensé ce qu'en France, on appelle l'abandon de souveraineté. Elle porte cela, elle l'a apporté aux autres et pensé ensemble avec les Français en respectant les susceptibilités françaises. Un point plus sur les termes que l'on emploie quand on critique l'Allemagne aujourd'hui. Germanophobie, anti-germanisme. Il faut faire très attention aux mots. Il faut faire attention aux références historiques. C'est facile et c'est dangereux. Je m'oppose vivement à cela et je remercie Clémentine Autain de me soutenir là-dedans. Je vois son hochement de tête et je pense que vous allez intervenir aussi. Il vaut mieux... C'est facile de parler de Bismarck et de Hitler, etc. C'est ridicule. Et c'est une façon d'échapper au fait qu'on n'a pas d'idées. Il vaut mieux avoir des idées à soi, des propositions à faire, de dire on va renégocier le traité après, ça ne veut rien dire. Il faut avoir des idées, des propositions à faire et penser l'avenir est plus difficile que de critiquer par référence. Vous voulez dire que les socialistes français, en l'occurrence Arnaud Montebourg, n'ont pas d'idées Écoutez, dites-moi lesquelles. Ah, mais moi, c'est pas moi qui pose les questions ici. Là, je ne dis pas surtout, mais pour les réformes en Europe, pour sauver la crédibilité financière, il faut avoir des idées. Non, pour le coup, je pense qu'Arnaud Montebourg a des idées, mais sur Bismarck, ça, vraiment, je suis totalement d'accord avec vous. Et je suis d'accord avec ce que vous venez de dire juste avant, et c'est très important, que, en effet, le problème n'est pas la personne d'Angela Merkel, ni même l'Allemagne en tant que telle, c'est les choix politiques. Et pour le coup, on a souvenir quand même de la négociation du traité de Lisbonne par les socialistes français, pour ne prendre que les Français, mais il y en avait d'autres. Il y avait quand même beaucoup de gouvernements à la tête desquels il y avait des sociodémocrates. Désolé, tout est dans le traité de Lisbonne. Toutes les politiques qui sont appliquées aujourd'hui, c'est la continuité de la logique. C'était le moment de l'Europe 2 qui était plutôt à gauche, on va dire, dans les gouvernements. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça n'est pas la personne d'Angela Merkel, ce sont les choix d'orientation de l'Union européenne qui s'est fait par une libéralisation extrêmement forte, et on paye le prix des années 80 avec There is no alternative de Thatcher. Et on continue dans une logique d'austérité et de plan de rigueur. D'où ma question, un peu aux trois, je trouve passionnant d'entendre des journalistes d'autres pays et d'autres regards, c'est qu'au fond, et aujourd'hui en Italie, on le voit, en Angleterre, 2 millions de personnes étaient dans la rue il n'y a pas si longtemps. Qu'est-ce qui peut se produire dans chacun de vos pays sur le plan social ? Est-ce que c'est ça qui peut potentiellement faire bouger la donne ? On va commencer avec Alexia Kefalas en Grèce. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, sur les propositions, notamment qui auraient été faites en Europe. Moi, je vois la France, par exemple, qui a fait la proposition des eurobonds. Et ça a été une proposition qui a été catégoriquement rejetée par l'Allemagne. Donc, effectivement, oui, c'est une politique allemande. Oui, c'est certes une politique européenne. Mais d'un autre côté, il y a tout de même quelques propositions qui essaient d'émerger malgré tout et qui sont très vite étouffées. Alors, sur le plan social, effectivement, vous savez, les Grecs sont dans une phase très délicate à l'heure actuelle, parce qu'effectivement le taux de chômage reste tout de même important. Il est de 43% chez les jeunes de 25 à 40 ans, donc ça reste assez important de toutes les façons. Il y a une récession qui est palpable là, la veille de Noël, dans la société grecque. Les gens ont peur d'acheter, et cette peur du lendemain est vraiment ce qui les caractérise dans leur ensemble, parce qu'ils avaient effectivement
investi sur des projets, sur un salaire qui leur a été donné. Et quand tout ça, c'est vrai que c'était certes mal réparti, c'était certes une espèce d'insouciance budgétaire qui se répandait dans le pays, mais de cette insouciance, on passe à l'insécurité. Et c'est ça qui est assez dangereux parce qu'on le voit. Alors peut-être qu'il n'y a pas 2 millions de personnes dans les manifestations en Grèce, il y en a à peine 10 000, mais c'est souvent assez violent parce que c'est plus qu'un exutoire. Les Grecs ont besoin de s'exprimer. Alors ça ne veut pas dire du tout que les Grecs sont violents, mais il y a toujours un petit groupe de casseurs qui viennent détruire les marbres de cette place qui était sublime jusqu'à présent devant le Parlement et qui maintenant effectivement est pleine de petits trous. Donc c'est vrai que c'est toujours assez délicat et justement le gouvernement de coalition à l'heure actuelle essaie de tout faire pour contenir cette colère et qu'il n'y ait pas, dès le début de l'année prochaine avec les manifestations, qu'il n'y ait pas de nouveaux incidents. On cherche à nos échecs collectifs des boucs émissaires. L'immigré, censé abuser des prestations sociales et imposer ses modes de vie. La mondialisation, qu'on rend responsable de la désindustrialisation. Les Chinois, qui sont bien sûr les tricheurs du commerce international parce qu'ils ont une monnaie sous-évaluée. Et puis maintenant, les Allemands, qui osent réussir là où nous échouons avec la même monnaie cette fois. Alors, il y a des réponses. Oui, il y a des réponses alternatives. C'est les réponses des populismes de droite ou de gauche qui qui se servent de ces boucs émissaires pour détourner l'attention de nos propres échecs, qui promettent d'éviter la rigueur à leurs concitoyens en larguant les amarres et en quittant l'Union européenne. Mais il ne faut pas oublier que dans la mesure où on compte sur les autres pour payer nos dettes, et on doit bien accepter la discipline budgétaire qui va avec. Or, c'est ça le deal allemand, la solidarité contre des abandons de souveraineté à l'Union européenne. Le modèle allemand, la solidarité, il faudra quand même regarder de près, désolé. Mais... pour l'instant, c'est eux qui payent. N'oublions pas que la BCE, pour l'instant... Non, ceux qui payent, c'est le peuple allemand. Oui, avec la précarité. Oui, c'est le peuple allemand qui met sur la table l'argent qu'il a gagné grâce au succès de son commerce extérieur, surtout. Alberto Toscano. Moi, je fais une autre considération, Brice. Si les États-Unis sont les plus endettés au monde, mais pour financer leur dette publique, la Fédérale Réserve, la Banque centrale des États-Unis, imprime de la monnaie. Elle garantit qu'elle imprime de la monnaie. Avec l'accord des Allemands qui ferment les yeux. C'est ça que je veux dire quand je parle de solidarité. C'est très précisément ça. Je parle de l'indépendance de la Banque centrale européenne qui est au cœur du problème. Oui, c'est de ça que je parle. Pardon. On va laisser parler Alberto Toscano, peut-être, qui est un de nos invités. Merci. La Fédérale Réserve est une banque de dernier ressort. Si les États-Unis n'arrivent pas à refinancer, à rembourser la dette, la Fédérale Réserve garantit. Qu'est-ce que signifie ça? Ça signifie qu'il y a un risque d'inflation, mais il y a une garantie absolue sur la dette publique. Les Allemands sont allergiques à l'inflation pour des raisons historiques tout à fait respectables. Ils ont vécu ça à l'époque de la République de Weimar, qui est quand même un peu loin dans le temps, mais respectons ça. Ils insistent sur la réforme de la société et de l'économie pour la rendre plus performante. Ils refusent que la Banque centrale européenne soit une banque de dernier ressort. Le fait qu'il y ait chez nous cette contradiction, nous avons une banque centrale, mais cette banque centrale ne garantit pas les dettes publiques des États. Ça crée la dramaticité de notre situation actuelle. On peut s'en sortir. On s'en sortira par le nouveau traité. Mais, alors on dit, renégocier le nouveau traité. Attention, le nouveau traité sera discuté au mois de mars, écrit et discuté au mois de mars. S'il s'agit vraiment d'un traité et pas d'engagement unilatéral de différents États l'un par rapport à l'autre, s'il s'agit d'un vrai traité, alors il devra être ratifié. Et il sera ratifié dans les mois suivants, c'est-à-dire après l'élection française. Donc le rôle, et je termine, de François Hollande n'est pas celui de rediscuter le traité et de le ratifier ou non. Mais si la France ne ratifiera pas le traité, je ne parie pas beaucoup sur la valeur et les intérêts qui deviendront très élevés que les Français devront payer pour refinancer leur propre dette publique qui a quand même augmenté de façon très considérable pendant les 5 dernières années.
Alors Brice, je vois que vous avez l'œil fixé oui, sur les échos et on va donner la parole à Jacqueline Hénard juste après. Quand on nous dit la BCE fait pas ce qu'il faut par rapport à la Fed, certes la BCE n'a pas dit, contrairement à la Fed, qu'elle achèterait de manière illimitée les obligations publiques de l'État des États européens, mais elle le fait discrètement et l'Allemagne ferme les yeux puisque ça a lieu. Je vois dans les échos d'aujourd'hui qu'au 5 décembre, la BCE a racheté pour 207 milliards de dettes souveraines. Si c'est pas ça, imprimer de la monnaie, et si les Allemands ne sont pas complaisants, alors c'est plus, je ne sais plus mais moi, je n'ai pas dit, excuse-moi, Brice, je n'ai pas dit que les Allemands, que la BCE ne rachète pas de la dette des pays européens. Je dis qu'il n'y a pas la garantie absolue que la Banque du Japon, que la Banque nationale suisse, que la Banque des États, la Fédérale Réserve aux États-Unis, que la Banque d'Angleterre offre par rapport à la dette publique nationale. Alors la question se pose, Jacqueline Hénard, et je vous laisse développer, mais tout de même, la question se pose finalement aussi d'une chose, quand on prête au fond Angela Merkel une volonté inflexible. Inflexible, au fond, si on regarde les événements des années récentes, elle ne l'a pas été tant que cela. Elle est beaucoup revenue sur des positions très fermes qu'elle avait auparavant et qui la conduisent à cet accord, notamment du 9 décembre dernier. Il n'est pas dit, au fond, qu'elle restera totalement inflexible des mois encore sur le rôle de la Banque Centrale Européenne. Bien sûr que non. Bien évidemment que non. Elle attend que la base soit là. Bien évidemment là, on ne l'entend pas, nous, ici. Vous dites bien évidemment que non. Et il faut regarder alors, c'est quoi la condition ? Il faut regarder les faits, regarder les chiffres, regarder ce que fait la Banque Centrale Européenne. Sans l'accord de l'Allemagne, elle ne pourrait pas le faire. Et là, je crois que l'exemple d'Alberto Toscana, c'est très intéressant de comparer aux États-Unis d'Amérique. C'est un pays fédéral. Là, la Banque centrale, elle peut agir comme ça parce que justement, il y a une cohérence dans la politique financière. Et ça n'existe pas en Europe. C'est quelque chose, on s'achemine dans ce sens avec le traité, avec l'accord du 9 décembre et avec le traité qui va très probablement en sortir. Et à ce moment-là, les Allemands, ils lâchent du lest. Ils ne vont pas aller de l'avant. C'est eux qui ont l'argent dans les poches et c'est eux qui ont payé dur pour en arriver là où ils sont. Et notamment depuis la réunification de l'Allemagne. Voilà, à plus d'un titre. Qui a intégré... Quand on parle de manifestations contre la précarité sociale, en Allemagne, il y a eu ces manifestations il y a 10 ans, au moment des réformes Schröder. On ne se souvient peut-être pas, mais il y avait jusqu'à 1,5 million de personnes, et les Allemands ne sont pas des manifestants vifs comme les Français. Nous n'avons pas la passion... de la rue, comme ça. Donc, il y a eu jusqu'à 1,5 million de manifestants contre les réformes parce qu'on voyait ce qu'il y a au bout. Nous sommes des comptables. Nous faisons les comptes. Nous regardons l'argent qui rentre, l'argent qui sort et on voit, voilà, un projet qui s'annonce. Nous sommes un pays de légalistes. Une loi est décidée, elle est appliquée et on peut se fier à ce que les ennuis commencent avec la loi de restriction qui est décidée. C'est pas quelque chose qui, un jour, la loi porte un nom et puis c'est très joli, ça flatte le député qui l'a apporté. Pas du tout. C'est différent en Allemagne. Et voilà, donc pour l'ambiance sociale. Un point que je voudrais quand même aussi soulever, c'est qu'en Allemagne, avec tout ce qui se passe, avec tout ce que l'euroscepticisme qui s'installe, etc., il n'y a pas de parti populiste en Allemagne. Alors oui, parce que l'autre question qu'il faut tout de même aborder, c'est la montée des populismes en Europe en général. Il y a un populisme dans le discours Raphaël ambiant. Simone, le compatriote d'Alberto Toscano, le notait bien avec le monstre rouge de Bruxelles. Et puis après tout, récemment, Hans Magnus Enzensberger note aussi que le monstre doux européen est en train de procréer des sortes de populisme tout de même. Enzensberger est très intelligent, son livre est très mauvais. Il est plein de clichés et c'est un peu facile. Mais je voudrais vraiment insister sur ce point qu'il n'y a pas de populisme en Allemagne. Oui, mais il y en a beaucoup ailleurs. Il y en a beaucoup ailleurs. Oui, même en Italie, sincèrement. Il y a la Ligue du Nord est à l'opposition. Elle fait des discours certainement populistes, mais on peut pas dire qu'aujourd'hui en Italie, il y a un phénomène populiste. Particulièrement. Alors vous observez comment la montée descend les sondages de Marine Le Pen en France, vous, de l'italien, l'allemand et la grecque? Excusez-moi, Marine Le Pen, les sondages lui donnent le 17%, 18%. Je croyais qu'elle était à 13%.
Ça dépend des sondages. Ça dépend des sondages. Alors, et surtout... si Marine Le Pen est à 13, elle a baissé. Donc, on ne peut que dire que le populisme en France baisse. Si le thermomètre du populisme, Marine Le Pen, elle a perdu 5 points il y a un mois et demi, alors le populisme... Non, mais sincèrement, je ne crois pas que dans nos pays, le phénomène... Le moment où le populisme a gagné en France a été en 2002, parce que la gauche s'est divisée et n'a pas soutenu le candidat de gauche, et elle a eu sa catastrophe. Et vous trouvez que la gauche actuelle est très unie, là? Je pense que si la gauche française n'est pas capable de se rassembler, elle est la cause de sa défaite. Jean-Luc Mélenchon déclarait ce week-end que le Parti socialiste était nécrosé. Brice Couturier. Oui, je voudrais revenir sur ce qui s'est produit à Bruxelles, parce que c'est absolument décisif, et c'est peut-être même historique. De là à dire que la crise est terminée, bien sûr non. Mais enfin, il s'est passé quelque chose de très important, c'est que 26 pays sur 27 se sont mis d'accord pour une règle d'or dans leur constitution, etc., pour un plan de fédéralisation progressive du budget, pour une convergence économique, etc. 26 sur 27, alors qu'on s'attendait bien à Bruxelles à ce que d'autres pays que la Grande-Bretagne lui emboîtent le pas et que l'accord ne puisse se faire qu'à 17, c'est-à-dire la zone euro. Là, c'est très important parce que du point de vue des Polonais et quelques autres qui avaient insisté lourdement pour que ça ne soit pas un accord de l'eurozone qui exclut, donc qu'on ne soit pas dans le schéma d'une Europe à zone concentrique, nous n'y sommes pas. Par contre, il y a un pays qui vient de prendre le large, et c'est là aussi un événement historique, c'est la Grande-Bretagne. Vous me traitiez de Britannique tout à l'heure, Marc. Effectivement, j'ai regardé un peu la presse britannique aujourd'hui. Elle est à la fois ravie et inquiète de voir qu'effectivement, Cameron a pris le risque suprême qui est de larguer les amarres. Les alliés libéraux-démocrates de Cameron sont très furieux. Il était pris dans les affaires internes de son parti où il y a une forte dose d'euroscepticisme et il en a profité pour larguer. Donc là, maintenant, c'est quand même un événement très important que de voir que la Grande-Bretagne reprend le large, si j'ose dire. Jacqueline ? Je suis d'accord. Quand vous parlez des 26 sur 27, vendredi, rien n'était sûr, on ne savait pas combien, 23, 24, on était 25, à 17, 26, voilà, ça a changé. Et je dois dire que j'ai beaucoup de sympathie aussi pour tous ceux qui hésitent un petit peu. Parce que les pays ne sont pas allés à Bruxelles avec l'idée de donner leur accord à ceux qui, en France et ailleurs, on appelle une renonciation de souveraineté. Et je trouve que la Hongrie, dont on a dit beaucoup de mal, à juste titre, parce que justement là, parlant de populisme, il y en a pas mal. Mais quand le Premier ministre hongrois dit « il faut que je consulte le Parlement », je trouve que c'est légitime aussi. Parce que les peuples ont leur mot à dire et il faut avoir un débat sur l'Europe ailleurs qu'à Bruxelles et ailleurs qu'entre les chefs d'État et de gouvernement. Et je souhaiterais vivement... C'est ce que Papandréou avait fait en Grèce. Oui, c'est vrai. Et je trouve que c'est ambigu. On ne peut pas condamner très facilement de dire, voilà, il faut un référendum. Un référendum très dangereux, mais je pense qu'il faut consulter le peuple, il faut laisser s'exprimer le peuple, il faut laisser s'exprimer les députés, les représentants du peuple. Et je souhaiterais aussi qu'en France, il y ait un débat à l'Assemblée nationale. Appel de Jacqueline Hénard aujourd'hui sur les ondes de France Culture. Espérons que le président de l'Assemblée nationale écoute France Culture. Voilà, mais bien sûr, il va nous envoyer. Il invitera Jacqueline au débat. Il va envoyer un texto d'une seconde à l'autre. Le coup d'œil juste de Christine Moncla à 8h44 et le reprenons derrière. Christine. Oui, mais justement, sur une suggestion de Jacqueline, j'ai jeté un coup d'œil à l'Irish Times qui donne depuis quelque temps la parole aux Irlandais d'Europe, tous ceux qui ont émigré. C'est donc une lettre postée hier sur le site du journal par Darren Kidney qui travaille au Portugal et qui tente de définir son sentiment européen. Fréquemment écrit Darren Kidney, quand on me demande d'où viens-tu, je réponds « je sais pas » ou alors « actuellement je viens du Portugal ». Ma réponse pourrait apparaître irrespectueuse de ma patrie, mais il n'en est rien. Je ne veux certainement pas être non-irlandais ou parler l'anglais avec des structures de phrases allemandes, par exemple, mais à plusieurs occasions, j'ai été stupéfiée de voir comment on intègre inconsciemment et rapidement ce sentiment d'Europe. La première fois, c'était il y a 3 ans. Je vivais alors à Hanovre, en Allemagne. Des collègues parlaient de « nous, les Allemands ». Et ils se sont alors rendus compte qu'ils m'incluaient dans ce « nous ». Une autre fois, à la fin d'un séjour dans ma famille en Irlande, cette fois, j'ai parlé de rentrer à la maison demain. Et à la maison, c'était Hanovre, en Allemagne. Mon passeport dit que je suis irlandais et je me sens vraiment irlandais, ayant passé mes années adolescentes et universitaires les plus marquantes de ma vie à Dublin. Mais honnêtement, aujourd'hui, je me sens plus européen et
être européen, cela inclut l'irlandais pour moi. Le début des années 2000, c'était une bonne période pour faire des études en Irlande. Le marché du travail était très ouvert. Chercher un job revenait plutôt à sélectionner le patron de vos rêves parmi des centaines d'entreprises florissantes. C'était particulièrement vrai dans l'industrie informatique. Mais pour un diplômé de construction mécanique avec un intérêt pour l'industrie automobile comme moi, les options étaient plus limitées. Est-ce pour cela que j'ai décidé de postuler chez un fournisseur d'équipements automobiles en Allemagne ? Peut-être, mais pas seulement. J'étais aussi attirée par l'aventure, par l'expérience à l'étranger, par le désir de me sentir différent. Intérieurement, je pensais juste boire le lait européen pendant quelques petites années, puis rentrer chez moi en Irlande. Mais ces quelques petites années sont déjà devenues 10 ans. Et maintenant que je vis à Porto, au Portugal, quand je parle de mon vol retour chez moi, eh bien, ce chez moi, c'est Porto. Merci Christine Moncla. Le coup d'œil donc à retrouver sur franceculture.fr. Jacqueline Hénard. Quand j'étais à Berlin dernièrement, j'ai rencontré un jeune grec avec son sac à dos. Il parlait pas vraiment allemand, donc enfin on s'est échangé en anglais. Il était parti pour trouver du travail parce que le marché du travail est différent en en Grèce et en Allemagne. 26 ans. J'ai dit mais qu'est-ce que vous faites là ça va être difficile et comment vous voyez l'avenir? Et il m'a dit écoutez, nous sommes citoyens européens, c'est tout ce qui nous reste. C'est déjà quelque chose. Alberto Toscano. Les Italiens, vous savez, depuis un siècle et demi, depuis l'unité d'Italie, dont on fête cette année les 150 ans, ont comme une alternative entre l'ancrage à l'Europe et être abandonné et la dérive vers l'Afrique. Et pour les Italiens, indépendamment de la couleur politique, faire des sacrifices pour rester en Europe, ancré à l'Europe est important. Aujourd'hui, il y a des manifestations des syndicats en Italie parce que le plan de rigueur qui a été décidé par ce gouvernement technocratique, disons, et pourtant soutenu par une majorité parlementaire, est un plan de rigueur draconien et sur certains points clairement injuste. Parce que pratiquement baisser les retraites, et même les retraites à 1 000 euros, à 1 200 euros, n'est pas juste. Et ce gouvernement a décidé de ne plus appliquer la clause d'augmentation annuelle des retraites sur la base de l'inflation. Donc, pratiquement, il baisse les retraites. Alors, entre la rigueur et l'injustice, il y a une différence. On débat sur ça, mais l'essentiel de l'idée de la rigueur auprès de l'opinion publique italienne est passé. Et cette idée de la rigueur, dans son ensemble, est accepté. Voilà. Et il faut tout de même dire qu'il est dénoncé, ce principe de la rigueur, par tous les syndicats, tous les dirigeants de syndicats européens qui, à Bruxelles, la semaine dernière, ont déploré que si l'Europe traversait la plus profonde crise de son histoire, les politiques des réformes structurelles oubliaient la question du pacte social, ne faisait plus qu'à dire que l'oublier, briser le pacte social et coule l'économie. C'est terrifiant de constater que face au risque de récession, les responsables européens restent muets sur la croissance et l'emploi, ont déploré les dirigeants syndicaux espagnols, italiens, allemands, belges et français. Un dernier tout petit mot, Alexia Kefalas, puisque l'émission se termine, on vous laissera le dernier mot avec cette question. Les Grecs, de toute façon, n'envisagent pas de sortir de l'euro. Non, les Grecs sont quand même profondément européens. Et ce qu'a dit Jacqueline, c'est une vérité. C'est que les Grecs sont persuadés que la construction européenne, effectivement, traverse une crise et que ce sera que passager. Ils sont tout à fait d'accord sur le principe de réforme dans le pays. Ils savent très bien qu'il y a eu 40 ans de laxisme budgétaire et qu'il faut effectivement mettre de l'ordre. Mais c'est ce que disait Alberto. Il y a mettre de l'ordre et mettre de l'ordre. La rigueur, oui, mais de manière répartie, de manière beaucoup plus juste, parce qu'à l'heure actuelle, ça ne vise que les classes sociales les plus défavorisées, et donc forcément, ce sont ces personnes-là qu'on retrouve dans la rue. Donc paradoxalement, ils veulent des réformes, mais de manière générale, et réformer tout le système, un système quand même qui est basé sur la corruption et le népotisme depuis quand même beaucoup de temps. Donc ils préfèrent, la plupart des jeunes, 72% des jeunes préfèrent justement partir du pays et aller en Allemagne, même s'ils ont énormément de diplômes, et ils préfèrent être serveurs dans des restaurants en Allemagne plutôt que rester en Grèce et devoir supporter ce système à l'heure actuelle. Donc effectivement, c'est triste, mais de l'autre côté, la Grèce pour le moment n'a absolument aucun choix parce que
la marge de manœuvre est bien trop restreinte pour pouvoir donner d'autres possibilités. Donc pour le moment, tout ce qu'ils veulent, c'est juste qu'au moins cette rigueur soit mieux répartie pour qu'il y ait un sentiment de justice sociale, ce qui manque véritablement à l'heure actuelle.